Tac. Donc voilà, j'ai parlé des meetups, par contre pour le petit souci technique, c'est pas très grave en soi. On va y arriver. Et la zapette ne marche pas, c'est pas très grave, on va encore le faire à l'ancienne. C'est la soirée des catastrophes, a priori, pas gagné. Mais je pense avoir compris pourquoi. En fait, il faut positionner la souris dessus. Un petit retour d'expérience pour ceux qui étaient parmi nous en juin à Paris. Je ne sais pas si il y en a dans la salle, je sais qui étaient là parmi nous. On a fait sur 2 jours, les 14 et 15 juin, ce qu'on a appelé le Power Saturday 2019, qui a été très belle réussite. C'est quoi? C'est sur 2 jours, on a réuni 3 communautés. La communauté Power Platform, qui regroupe notamment Power BI, la communauté AOS et la communauté SharePoint, tout ce qui tourne autour de la data chez Microsoft. On a été très nombreux à être présents et d'ores et déjà, on sait qu'on va faire la 2020, la nouvelle version en 2020. Les dates ne sont pas encore arrêtées, mais voilà, on va reconduire cette expérience parce que ça a été très riche pendant ces 2 jours. Avant de commencer ça, je vais laisser la parole 2 minutes, 3 minutes ou 4 minutes, je ne sais pas, aux gens de Scaleway parce qu'ils nous accueillent ce soir, ils vont nous présenter rapidement ce qu'ils font. Je te laisse la parole. Tu veux pas de micro, j'imagine? Non. Bon, très bien. Je te laisse parler 2 minutes. Et je te mets le PDF, c'est ça? Merci. Ouais. Et moi, je vais m'occuper de mon truc YouTube, là. Voilà. C'est pour toi. Donc, bonjour à tous. Bienvenue chez Scaleway, à la maison. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait chez Scaleway, qui on est. Donc Scaleway, qui on est un des leaders mondiaux du cloud. On est le 9e mondial, le 2e en France. Et en fait, on est la filiale cloud du groupe Iliad, donc c'est la maison mère de Free par exemple. Rapidement, l'histoire de Scaleway, parce qu'on ne s'appelle pas Scaleway depuis très longtemps, c'est depuis 2015 seulement. À la base, on était Online FS, et c'est Arnaud de Birmingham, le CEO, qui a décidé en 2015 de lancer Scaleway, qui est en fait un spin-off qui avait pour but de lancer du cloud computing SaaS, donc avec de la facturation à l'heure. En 2016-2017, rapidement, on a proposé nos premières offres en bare metal, donc du serveur dédié, et on a ouvert notre data center à Amsterdam. En 2018, ça a été une année assez charnière, puisque on a commencé à se développer un peu partout en France, donc avec l'ouverture de Lille ici, dans des locaux un peu atypiques comme vous pouvez le voir. Également, on a ouvert notre data center DC5, qui est assez innovant, et Scaleway, c'est devenu la marque principale de Online, donc on a tout regroupé sous le giron de chez Scaleway, on va en parler juste après. Et en 2019, c'est vraiment l'année où on se lance dans l'écosystème cloud avec de nombreux produits, notamment de l'object storage, de la base de données, du bare metal encore une fois, MB par exemple. Et on a également hébergement de données de santé sur nos data centers. Donc aujourd'hui, on a 3 grandes marques. Scaleway Elements, qui est la gamme cloud de Scaleway. Scaleway Data Center, qui lui va se charger de tout ce qui est infrastructure, donc tout ce qui est infrastructure sur mesure, du private cloud, du data center as a service, donc de la location de baies typiquement, et Online by Scaleway qui regroupe tout ce qui est serveur dédié et du stockage du web hosting. Quelques chiffres, donc on existe depuis 20 ans, on a 4 data centers en France, un à Amsterdam, aux Pays-Bas, et on vend aujourd'hui sur 150 pays, donc on est vraiment disponible à l'international. Scaleway Elements, c'est ce que je vous disais, c'est la gamme cloud de chez Scaleway. On a 5 grands produits. Compute, qui propose des instances, donc du IaaS, sur des instances virtuelles ou dédiées. Du storage, avec de l'object storage, bientôt du block storage, de la base de données, et également du registry Docker. Network, avec la préparation d'un VPC actuellement, donc c'est en cours. D'ailleurs, on attend vos feedbacks sur la page bêta de Scaleway, si jamais vous êtes intéressé par cette feature. IoT, pour tout ce qui est objet intelligent. Il y a une Early Access qui est pareil, qui est ouverte sur la page bêta. Et AI qui regroupe les infrastructures GPU, donc des instances avec des GPU dédiés. Et également de l'inférence, donc des modèles pré-entraînés qui nous permettent de pouvoir détecter des images, ce genre de choses. Le tout piloté dans Siri, qui est en fait notre console, qui permet de gérer finement vos instances et vos ressources en ligne. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite un bon meet-up. Top. Merci, ouais, Zapette. Bon, a priori sur le live, hein, c'est pas gagné pour le live, hein, tant pis. Pas de live ce soir. Ah, moi il dit que ça marche, mais je sais pas si ça marche pas. Bon bref, j'ai enregistré, on verra ça plus tard.
Le but de ce soir, il y a deux grandes thématiques. La première thématique, c'est... Alors, j'ai fait un choix particulier, c'est que sur le premier trimestre, le trimestre de cet été, donc l'été 2019, il y a eu pas mal de nouveautés dans Power BI, mais ça a été beaucoup de nouveautés qui ont été soit de stabilisation de fonctionnels, des features qui étaient encore pas en général availabilité, ou alors on avait des choses qui n'étaient pas encore tout à fait abouties, ou alors c'est la mise en page, des choses comme ça, donc très difficile de faire des points de nouveauté comme ça. Et donc j'ai pris le pari de l'intégrer à la présentation que je vais aller faire sur la time intelligence. J'ai regroupé les deux pour donner du sens. Donc on va tout de suite passer sur le sujet qui va bien, la time intelligence. Qui sait ce que c'est que la time intelligence dans Power BI? Rassurez-moi, au moins une personne. Personne. Ah cool, tu quand même. Enfin, les autres, ça vous parle un petit peu? Bon, alors je vais essayer de faire simple. On va gagner, hein. On va y aller. Toc. Donc, la time intelligence dans Power BI, c'est pas très compliqué. De quoi on parle? Première chose. Souvent, quand on parle de time intelligence, on se dit, bah, c'est pas grave, on a un défaut quand on est débutant dans Power BI, c'est de se dire, c'est pas grave, c'est géré dans Power BI, tout va bien, on va pas en mettre en place de table de dimensions, etc. Machin. Déjà, ça vous parle, ça, table de dimensions, tout ça? Très bien, ça me rassure un tout petit peu. Et puis on se dit, bah ouais, mais Power BI, des dates, c'est facile, il y a des fonctions toutes faites. Bon, très bien, je vais les utiliser. Première chose qu'il faut faire quand on fait du Power BI, c'est qu'on ne le sait pas. Mais à chaque fois qu'il y a une table qui contient une colonne de date dans Power BI, d'accord, si on ne désactive pas une option, il va vous créer à chaque fois qu'il y a une colonne de date dans votre modèle, donc s'il y a des 10 tables, à chaque fois il y a 3 tables, 3 colonnes de date dans les tables, vous avez donc 30 tables de time intelligence créées automatiquement dans Power BI. Je ne vous raconte pas la consommation mémoire. D'accord? Première chose qu'il faut être très attentif quand on fait la time intelligence, c'est la petite introduction technique, c'est de faire la chose suivante. Vous avez des options dans Power BI, notamment qui sont un petit peu planquées, mais qui ont été un peu éclaircies depuis la nouvelle version aussi. C'est que quand vous êtes dans les fonctionnalités ici, du rapport, première chose, ici en bas, je vais y arriver, tac, vous avez ici ce qu'on appelle, pas du tout, c'est ici, je vais y arriver, pardon, vous avez ici ce qu'on appelle la time intelligence en détection automatique. Alors, cette petite option qui est un peu cachée sert à quoi? Sert à simplement désactiver la création automatique de table à chaque fois qu'il trouve une colonne de date. Je vais faire un petit exemple très bête, regardez. En termes de consommation mémoire, c'est pareil. Qui connaît l'outil DAX Studio? Très bien. C'est un outil assez bien foutu pour le coup, qui permet de faire la chose suivante. Toc. Je vais faire comme ça. DAX Studio permet en fait de se connecter, alors, soit à un moteur SSAS, on verra ça plus tard, avec notre ami Arnaud, soit à Power BI. Hop, je vous le lance de mon côté. Très bien. Quand vous avez DAX Studio qui est ici, voilà. Quand vous avez DAX Studio, en fait, il vient simplement scanner le modèle que vous avez en cours. Si vous n'avez pas activé cette fonction-là, tout va bien. Par contre, si j'active cette fonction-là, alors ça c'est peut-être l'effet des mots, mais des fois ça ne marche pas, mais souvent ça marche, automatiquement ici, vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai donc 6 colonnes de date dans mon champ et vous en rajoutez 6 tables. Donc imaginez le truc, si vous avez 1 million de lignes par table, vous rajoutez 6 millions d'enregistrements en mémoire de Power BI. D'accord? Deuxième chose, quand on fait des modèles de time intelligence, très souvent, dans 99% des cas que j'ai vus, on a besoin d'une table de dimension de date. C'est extrêmement rare où on n'a pas une table de dimension de date dans un modèle. D'accord? C'est même quasiment jamais vu. C'est assez rare, on ne l'utilise pas. Donc le fait d'avoir désactivé cette option, rapidement, je vais le refaire parce que ça va embêter pour la suite. Toc, toc. L'option, il faut qu'elle apparaisse. Parfait. Et ici, dans vos paramètres de rapport, ici, dans la chargement de données, je vais donc la désactiver, ce qui va avoir pour effet de supprimer automatiquement toutes les tables qui sont cachées, qui sont des tables système auxquelles on n'a pas accès. Et ça veut dire donc qu'à partir du moment où on va vouloir faire des choses un petit peu poussées en termes d'intelligence, comme, eh bien, les jours de la semaine, est-ce que c'est un férié, est-ce que c'est un samedi, est-ce que c'est un dimanche, etc., on ne pourra pas le faire. Impossible. Il faut le faire à la main, par une table de dimension. D'accord? Deux possibilités pour faire une table de dimension. Le M ou le DAX. Le M, c'est ce que c'est que le M? Power Query, pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait au fait. Et le DAX. Qu'est-ce que je fais? M ou DAX? À votre avis, vous faites quoi? DAX, pour ceux qui en font en M, qui font des tables de date en M? Très bien. Quel est l'intérêt de chacune des solutions? Ou quel est l'inconvénient selon vous? Est-ce qu'il y a un inconvénient ou une solution? Je vous la mets, alors c'est pas très grave. Quand on fait une table de dimension en M, ça a un intérêt de précharger la donnée dans le modèle. D'accord?
Ça a aussi peut-être l'inconvénient qu'à chaque fois qu'on va mettre à jour une table, tout ça, ça va tourner si c'est branché sur les tables. L'avantage du DAX, c'est un peu plus accessible en termes d'ergonomie, parce qu'on a tout de suite accès à la table sans passer par Power Query, d'accord? Et globalement, en termes de ressources, on est quasiment équivalent. Alors attention, si vous mettez des tables de 3 millions de lignes en table de date, forcément on va avoir quelques signes de mémoire. Mais globalement, DAX OM, même punition. Alors, le gros intérêt, c'est qu'on ne va pas recréer des tables de date à chaque fois qu'on va faire un projet Power BI. Petite astuce, la première de la journée ou de la soirée, c'est que quand vous faites une table de date, on peut tout générer à la volée. Alors moi je connais beaucoup de personnes qui font, eh ben j'ajoute une table, d'accord? J'utilise la fonction calendar, que tout le monde connaît, ou calendar auto. Alors calendar auto, time intelligence, super, ça peut être dramatique très rapidement. Pourquoi? Je m'explique. Très souvent, et j'en prends pas des gens pour témoins dans la salle, mais un petit peu quand même, on a souvent des jeux de données qui disent, bah s'il n'y a pas de date, je mets 31/12/2199, ou alors si ça n'a jamais démarré, je mets le 1er janvier 1900. Si vous avez deux cas de figure dans votre jeu de données, du 1er janvier 1900 au 31 décembre 2199, vous avez un panel d'années énorme. Donc un nombre de lignes délirant. Donc calendar auto, cool. D'accord? On peut faire autrement. On peut faire autre chose avec la fonction calendar qui est peut-être un peu plus générale. Et donc, avec une fonction DAX, on peut très bien la copier et à chaque fois qu'on a un projet, copier cette petite formule en DAX et automatiquement, ça va créer la table tout seul. On n'a pas tout à refaire. On ne va pas faire une colonne à la main pour le mois, pour la semaine, pour les jours. Donc en DAX, on peut tout faire direct. Première chose. Deuxième chose, quand on fait une table de DAX, alors ça c'est une petite astuce, mais je sais que vous la connaissez, mais je la vois tellement sur les forums que je suis obligé de vous la dire. C'est celle-ci. Quand on a une table de date, je vais prendre celle-ci, par exemple. C'est pas que du hasard, bien évidemment. J'ai légèrement préparé mon truc. On va faire un petit truc rapide. Hop, c'est parti. On va faire sur... je suis en .fr. .fr qui est donc... .fr que je ne vois plus, qu'on va faire ici. Parfait. Quand vous faites une table de DAX, j'y vais directement, je commence tout de suite. Dans nos premiers pas dans Power BI, on a souvent malheureusement le cas de figure où les mois, je vais zoomer après, où les mois ne sont pas dans l'ordre. Ça commence par août, après j'ai quoi? Après le A, j'ai 1, février. Moi je sais plus ce que j'ai, c'est l'ordre alphabétique des mois. Et je vois des trucs sur les forums, et je dis, ouais, je trouve une solution, je les trie à la main, je mets un 1 devant. Il y a plus simple. D'accord? Donc ça c'est la base d'intelligence, c'est bête, mais on peut passer du temps. Je vous rappelle l'astuce quand même, parce qu'elle va avoir besoin d'être exposée, c'est cette astuce. Vous retournez bien évidemment dans la table de date que vous venez de créer en DAX ou en M, et c'est la même punition. Tout simplement, n'oubliez pas que le mois ici, vous avez des options de tri. Il peut effectivement être trié en ordre alphabétique, ou bien évidemment par le numéro de son mois. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si on travaille sur des exercices fiscaux qui sont décalés, d'accord? Genre, on commence un exercice au 1er mai et on finit au 30 avril. Charge à vous de faire démarrer le mois 1 au mois d'avril, ou au mois de mai, peu importe, et le mois 12, qui sera le mois d'avril de l'année qui suit. C'est juste comme de l'Excel. Hein. Si je suis en mai, alors mon mois est égal au mois 1, moins 1, c'est pareil, c'est une formule d'Excel très classique. Ça sert à ça, de faire une table d'intelligence sur mesure, faire une table de dimension. Première chose. Deuxième chose, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, ça va être assez marrant. C'est parti. Je vous rappelle que pour bien fonctionner dans la table d'intelligence, je vais faire un tout petit zoom. Dans la table d'intelligence, pour bien fonctionner, il faut qu'on ait des mesures explicites. Ça va? Mesures explicites dans Power BI, tout va bien? Magnifique. Et donc, ce qui va être intéressant ici de faire fonctionner le truc, première chose, je vais faire une petite étape. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai dans 99% des cas chez mes clients, et je suis sûr chez les vôtres, votre entreprise, chez vos clients, je ne sais pas trop, vous avez ce cas de figure. Je m'explique. Par exemple, ici j'ai pris pour exemple, ceux qui sont à la salle se reconnaîtront sur des choses sur des logements, parce que je trouve ça très intéressant, et donc j'ai un peu gravité autour de tout ça. Et dans ma table, bien, je vais avoir des choses sur les logements, par exemple, comme la date de facturation, par exemple le logement, la période qui concerne la date de facturation, la livraison d'un logement, la date de construction d'un logement. Donc, est-ce que je fais autant de dates de dimension de date qu'il y a de dates dans mon modèle? Votre avis? On pourrait le faire, mais ça me semble compliqué. D'accord? Comment vous faites
quand vous avez 2, 3, 5, 15 dates dans une table, qui doivent a priori être branchées à la table de dimension des dates. Comment vous faites ça, vous? Vous créez une table à chaque fois, vous faites des... Comment vous faites? Vous faites pas? On fait en DAX? Par exemple. C'est exactement ça. C'est quoi cette fonction qui est très intéressante? C'est qu'au bout dans mon modèle, par exemple, j'ai ici ma table de fait qui est reliée à ma table de dimension des dates qu'on vient de créer en DAX. D'accord? Et il me dit, bah ouais, mais moi, des fois, ça c'est arbitraire, c'est la période qui concerne la facturation, mais moi j'aimerais bien avoir ici le champ qui concerne la date de facturation, qui est peut-être pas la même. Et donc, si on essaye de relier à Power BI, vous voyez que ma relation, elle est en pointillé. Ça veut dire quoi qu'elle est en pointillé? C'est qu'on ne peut pas l'activer. Pourquoi on ne peut pas l'activer? J'ai peut-être un petit peu été fort sur le zoom. J'ai une calme sur le zoom. Voilà. Hein, on va le faire à la main. Ça veut dire quoi qu'elle est en pointillé? C'est-à-dire qu'elle n'est pas activée. Pourquoi? On ne peut pas relier deux champs d'une même table à deux champs d'une autre table de dimension. Ce n'est pas possible. Alors, forcément, il y a une solution. Hein. Sinon, je ne vous l'aurais pas donné. Ici, on va faire une petite mesure qui est assez simple d'ailleurs pour le coup. Toc. Hop, ici. On va utiliser ce qu'on appelle des jointures dynamiques en DAX. Donc on va forcer dans le modèle à lui dire tu arrêtes de prendre la jointure native qui est dans mon modèle, tu en prends une autre. Voilà l'exemple. Une fonction qu'il faut retenir en time intelligence, relationship. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier à la volée une relation entre les tables avec un impératif. Il faut qu'elle soit reliée en mode inactif dans le modèle. Sinon, on pourrait le faire encore d'autres façons. D'accord? Le but de soi, c'est pas de vous faire une formation accélérée, parce qu'elle dure 2 jours celle-là. C'est de vous faire le panel de ce qui existe en time intelligence, on va aller beaucoup plus vite après. Mais simplement, à chaque fois qu'il y a un cas de figure, on est 25 dans la salle, peut-être, ou 20, je ne sais pas. Je peux avoir 25 réponses sur une problématique. Il n'y a pas une réponse à une problématique. Simplement, ce que j'essaie de mettre en exergue, là, c'est la capacité de la time intelligence dans Power BI. Donc, oui, on peut faire autrement, certes, mais ce que j'essaie de vous faire voir là, c'est tout ce qu'on peut faire avec. Alors, je continue. Pour l'instant, tout va bien. S'il y a des questions, vous criez surtout, sinon c'est pas drôle. Autre chose dans Time Intelligence qui commence à avoir du sens. Parfait. Qu'est-ce que je voulais vous raconter ici? Oui, c'est ça que vous voulez vous raconter. Bah, très bien. Alors là, c'est un cas de figure, mais alors basique. Basique, mais compliqué. Tac. Ce que j'ai voulu faire ici, dans ce petit visuel, c'est de savoir comment on fonctionne. Tu vas voir, moi, tu t'en vas déjà? D'accord, très bien. Ce que j'ai essayé de faire ici, c'est d'essayer de comprendre, quel est le chiffre d'affaires qui a été facturé, d'accord, sur la même période. En fait, j'exprime, on a très bien une période de facturation qui peut être janvier, et j'ai facturé mon logement en février ou en mars, pour plein de raisons. D'accord, ça peut être chez vous des commandes, ce que vous voulez. Et il n'y a pas beaucoup de façons de faire. La seule faire, c'est de faire ce qu'on appelle des calculs itératifs. D'accord? Voilà un exemple qui devient très intéressant, qui utilise ces fonctions de date between, de start of mode, etc. Est-ce que ça vous parle, ces dates-là? Ouais? Dans la salle? Pas du tout? D'autres, du chinois total? D'accord. L'intérêt, ça sert à quoi? C'est qu'on est capable, dans Power BI, de lui dire de prendre dans tout le modèle, un calcul itératif, c'est quoi? C'est de descendre sur toutes les lignes d'une table et d'évaluer l'expression ligne par ligne dans la table. D'accord? Et donc, on va utiliser des choses assez simples pour le coup, dont une fonction extrêmement intéressante, c'est là que je vous note de la retenir, parce qu'elle va vous servir plusieurs fois, c'est la fonction intersec. Qui connaît intersec? Ça me ferait plaisir que quelqu'un lève la main. Je ne suis pas content. Personne ne connaît intersec. Et bien intersec, ça va vous sortir de plein de problématiques. C'est quoi intersec? Dans Excel, pour ceux qui aiment bien Excel, dans le temps, quand on faisait des zones nommées, je ne sais pas si ça vous parle, on pouvait faire des intersections de zones nommées. D'accord? Ce que va faire Power BI, c'est un peu le même principe. Il va lui dire, ben voilà, j'ai une table avec d'un côté des dates de facturation, et j'ai généré à la volée, entre guillemets, une autre table où j'ai les dates de facturation. Et Power BI, grâce à cette fonction, va dire, ok, à partir du moment où il y a une date qui est commune entre les deux tables, je m'arrête, j'itère sur la ligne, et je calcule mon chiffre d'affaires. Intersec, très bien expliqué sur les forums. Très puissante en time intelligence. En time intelligence, je vais y arriver, adieu. Très bien, je continue. Autre chose, maintenant je continue, encore un autre exemple un peu plus compliqué. Ça j'aime bien. Celle-ci. Oui, pardon. Dites-moi. L'intérêt dans tout ce que tu m'expliques là, c'est d'éviter de faire porter la relation dans le modèle.
on ne peut pas le faire. Pourquoi? J'ai décidé dans mon modèle que ce qui m'intéressait, ce qui va régir grâce à mon champ de date, mon filtre de date, ce qui m'intéresse, c'est de dire, ok, donne-moi tout ce qui a été facturé en janvier. Enfin, parce qu'il a été facturé justement, tout ce qui concerne la facturation du mois de janvier, même si ça a été facturé en avril, en mai ou en juin. D'accord? Cas de figure, vous avez des dates de livraison et des dates de réception. Donne-moi toutes les réceptions du mois en cours, qui ont été livrées sur le même mois, par exemple. D'accord? Vu que dans le modèle, on ne peut pas le faire porter, deux relations entre deux tables, ce n'est pas possible, on a une solution, c'est d'utiliser cette notion d'intersection. Voilà le cas de figure métier. D'accord? Quand on a plusieurs dates à gérer et savoir qui est sur le même périmètre. Autre chose, qui connaît les dates relatives dans Power BI? Le segment relatif dans Power BI. Un truc qui est là depuis le début dans Power BI qu'on n'utilise jamais. Je m'exprime. Tout à l'heure, on s'est dit, bah tiens, je vais zoomer un petit peu. Voilà. D'un côté, j'ai le chiffre d'affaires qui concerne la période, et là, c'est le chiffre d'affaires qui a été facturé sur la période. Ça ne veut pas dire que ce chiffre d'affaires-là concerne bien la bonne période. Hein, on va avoir des décalages. Au lieu d'avoir deux tableaux, ce qui fait que ça alourdit vachement mon visuel, au lieu d'avoir deux tableaux, eh bien, il y a une astuce intéressante, c'est d'utiliser ce qu'on appelle ici un petit segment, et c'est en DAX que je vais le gérer. C'est-à-dire que ce même tableau qui est ici, quand je suis en date de facturation grâce à une formule que je vais vous faire voir, je peux le switcher dans le même tableau grâce à DAX et d'annoncer une autre date dans le même tableau. Ce n'est pas un signé qui est masqué. D'accord? C'est bien du DAX qui est derrière. Comment on fait ça? Ah, il n'y a rien de très compliqué. Il y a quelques instants, je vous ai fait voir la chose suivante. D'un côté, j'ai calculé un chiffre d'affaires, je vais agrandir un petit peu, ou un coût, peu importe. Voilà. Dans un premier temps, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai changé ma relation dynamiquement. Je vous l'ai fait voir par le News Relationship. Et puis un truc, mais alors du basique de chez basique, la somme de ce que ça m'a coûté. Eh bien, on peut très bien utiliser cette petite segment-là automatique. Comment on fait ça? Ben, on va le faire de la façon suivante. Toc. La fonction est très simple, mais il faut juste y penser. Qui connaît Switch? La table d'intelligence, c'est pas que c'est une période last year et last month. C'est aussi de l'intelligence de nous. On pourrait très bien lui dire, si, dans mon paramètre, comment on fait un paramètre en Power BI? La première chose. Eh bien, on a l'opportunité dans Power BI de créer, alors on n'est pas obligé de faire un fichier Excel pour avoir une table de dimension. Hein. On peut très bien le faire en direct. Pour preuve, ici, par exemple, hop, je peux créer à la volée, dans Power BI, des tables directement par formule. Donc là, j'ai créé une table où je lui dis, bah, tu vas me créer une ligne qui s'appelle date de facturation, une autre ligne qui s'appelle date événement. D'accord? Ce qui me permet de faire un petit bouton radio, ici, qu'on a vu ici, donc je vais masquer ça pour l'instant. Ce petit truc qui est ici, là, me permet de faire simplement, aller chercher le champ et lui dire, pardon, ici, hop, de me mettre ici soit un bouton facturation, soit date d'événement. Très classique, hein, c'est un segment. Bon. Eh bien, ça va me renvoyer soit la valeur date événement, soit la valeur date facturation. Eh bien, tout simplement, quand on est ici, pardon, là, je vais dire si mon segment me renvoie cette valeur, je prends telle formule. Sinon, je prends telle formule. Et donc, je n'ai qu'un visuel à gérer. D'accord? Et je peux tout gérer à la volée. Donc, en termes de lecture et d'intelligence, ça devient très intéressant. Ça va pour l'instant? Tout va bien? Vous n'avez pas trop peur? Tout le monde n'est pas parti? Ça va? Voilà. On va faire un peu de visuel, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était l'introduction cool. Allez. Magnifique. Alors, nouveauté de septembre ou de août, j'ai un petit doute là-dessus. La nouveauté de septembre ou de août, je sais plus, on va dire c'est septembre, ça simplifiera le débat parce que tout le monde le sait, personne ne le sait. Alors, la petite nouveauté ici, c'est que maintenant, pour ceux qui étaient aficionados du VB dans Excel, VBA, je précise, pas VB, VBA, on a enfin, au bout de 3 ans, l'opportunité de faire notre propre format personnalisé. Avant, on ne pouvait pas. C'est couillon. Si je voulais mettre ici un plus quand c'était positif ou en parenthèse quand c'était négatif, je ne pouvais pas dans Power BI. D'accord? Alors il faut connaître la construction du VB, maintenant on peut le faire. Comment on fait ça? Ah, c'est pas très compliqué. Comment je vais faire ça? Eh bien, tout simplement, pour formater vos chiffres, ici, ça se fait en fait, hop, ici, je vais descendre un petit peu le zoom de mon modèle, sinon ça va être un peu compliqué pour vos yeux. Hop. Et je vais me mettre sur la table, on a dit qu'on est parti sur ça.
Voilà, en théorie, il devrait m'afficher. C'est intéressant, il ne m'affiche pas mon volet à droite, c'est peut-être une question de zoom, je ne sais pas. C'est assez embêtant, je vais en avoir besoin. D'accord. Alors si je ne le vois pas, c'est très embêtant. Si quelqu'un le voit, c'est choule. Moi je ne le vois pas à l'écran. Ma barre d'outils à droite. Bon. C'est cool. Peut-être que j'ai trop zoomé. Ah voilà. J'y étais un peu fort. Voilà. Ici dans cette table-là, on a maintenant la possibilité, sur un champ spécifique, qui va s'appeler par exemple chez moi, je crois que je l'ai appelé évolution. Un truc comme ça, ou progression, je vais le sortir. Voilà. Ici, quand vous êtes sur le champ, sur ce bandeau-là, il n'y avait pas avant. On descend un tout petit peu, et maintenant dans les formats, on a la possibilité d'avoir un format personnalisé. C'est bête, mais ça n'existait pas avant. Et c'est de la time intelligence. Et donc, si on est un petit peu curieux d'Excel et de VBA, on peut lui dire, c'est très classique. Le format positif, c'est le premier, séparé d'un point virgule qui me dit comment je formate mon format négatif. Point virgule, s'il n'y a rien, qu'est-ce que je marque dans mon tableau? D'accord? Ça, c'est bête. C'est vachement fonctionnel. Ok? Donc les formats, c'est pareil, avec un petit peu de recherche Google, etc., ça se passe très bien, hein, rien de très compliqué. Donc voilà, ça c'est une petite nouveauté qui s'est glissée là sur septembre et qui prend tout son sens. La preuve, dans ce genre de tableau, on peut avoir des trucs un peu plus formatés. D'accord? Sans passer par des trucs un peu compliqués, qui faisaient des codes énormes. Bon, très bien. Bon, cool, je continue. Parfait. Deuxième chose, on va monter un peu en puissance, entre guillemets. C'est parti. Je ne vais pas vous faire l'affront de comment on fait un cumul dans Power BI. Comment on fait un cumul dans Power BI sur des dates? Quelle formule, quelle fonction? Qui connaît les fonctions de cumul dans Power BI sur des dates? Date year to date, date month to date, etc. Ça ne vous parle pas? Si, non, c'est pas grave, ça ne vous parle pas. Donc il existe des fonctions dans Power BI de date qui permettent de faire des cumuls tout seuls comme des grands en fonction d'une date. C'est un grand basique. Sauf que dans mon tableau, j'ai un petit souci, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 31, ce sont les numéros du jour dans le mois, mais ce n'est pas une date. D'accord? Donc je suis bien embêté. Alors c'est pareil, on répond tous les jours à des questions sur ça sur le forum. Comment on fait quand j'ai des jours qui ne sont pas une date pour faire ça? Eh bien, on va la faire simple. Petite fonction qui va nous aider, hein. Petite fonction à chaque fois DAX qui est derrière, comme d'habitude. On va faire un truc très simple, et c'est pareil, je vais vous la faire voir, je ne vais pas vous la faire c'est juste pas possible. Il faut juste être un petit peu, je dirais, curieux. Et bien comment on va faire ça? On va lui dire, tant que c'est une itération, rappelez-vous dans Power BI, on a des contextes de ligne et des contextes de filtre. Donc il va itérer sur chacune des lignes. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Très simplement, si, quand je suis au chiffre 1, il y a quoi avant 1? Il n'y a rien, donc tout va bien. Par contre, je lui dis, quand je suis au jour 2, tu vas vérifier toutes les lignes qui sont inférieures ou égales à moi-même, c'est-à-dire au 2, et tu prends le taux et tout ce qui est avant moi. Donc il fait cumuler 1, 2. Et quand je suis au 3, qu'est-ce qu'il y a avant moi? Il va faire 3, 2, 1, etc., etc. Voilà comment on fait un cumul très simple en Power BI. Formule tout à fait accessible pour tout le monde. D'accord? Un petit filtre, juste une fonction, si je suis supérieur ou inférieur. Voilà comment on peut simplifier la vie. D'accord? J'ai vu des trucs encore délirants, un peu compliqués. Bon, je continue. Ça va pour l'instant? Pas de questions? Vous voyez clair dans ce qu'on peut faire dans la time intelligence? Ça va? C'est une formation très accélérée, je l'ai fait en 2 jours sinon. C'est un peu compliqué pour aujourd'hui. Alors j'ai fait des petits signets qui me permettent d'avancer dans mon truc. Étape numéro 2. Premier visuel que je voudrais vous présenter en Power BI, c'est celui-ci. Alors c'est un visuel qui n'est pas très sexe, je vous l'accorde, par contre qui fait le job. Ça sert à quoi ce visuel? C'est-à-dire que ici j'avais donc mes jours, désolé pour la qualité de la projection, mais j'avais mes jours ici, et donc je les retrouve dans mon calendrier. D'accord? Ça veut dire que j'ai dit, tiens, c'est bizarre, on va faire un truc, je vais prendre, tiens, ils sont inversés, mais moi vous avez août, avril, décembre, janvier. Je vais peut-être les trier, ça sera peut-être plus simple. Comment on fait ça, hein? Hop, hop. Je vais les faire sur le numéro du mois, et c'est peut-être pas le mois FR que je vais utiliser, je ne sais plus ce que j'ai utilisé, ce n'est pas très grave, c'est le mois, bon, peu importe. Et donc ce qu'il a fait ici, c'est que ce visuel va me permettre visuellement de me dire, tiens, donne-moi le chiffre d'affaires. Tiens, c'est bizarre, j'en ai un dimanche. Que dans un tableau, je me mets au défi de savoir visuellement s'il y a du chiffre d'affaires un dimanche, un samedi, c'est moins visuel. Premier visuel, tac, quand je le mets en grand, je suis capable de venir filtrer sur des dates bien précises et ça me ramène le montant de chiffre d'affaires dans cette journée-là. Comment s'appelle ce visuel? Quand même pour information, je vais quand même vous le donner.
Et là, ce visuel ici, il est assez simple. C'est celui-ci. Il s'appelle très simplement calendar. Par contre, c'est un custom vis. Ce n'est pas un visuel natif dans Power BI. D'accord? On va monter encore un petit peu en grade. Dans les visuels, ce qui m'intéresse, c'est que dans mon tableau, on ne voit pas bien janvier, mars, avril. C'est pas très clairement dit. Alors, pourquoi on va marquer en gros avril 2018. Moi, j'ai fait le choix de faire un truc sur mesure. Comme ça. Par exemple, quand je clique sur un mois, ici, je vais changer mon mois, j'ai donc une icône du mois. Je trouve que c'est un peu plus sexe. D'accord? Comment on fait? Je vous dirai pas. Non, c'est très simple. Ça, c'est ce qu'on appelle du web scrapping. D'accord? Le web scrapping, c'est quoi? C'est en fonction d'un critère, on est capable de générer des URL web en temps réel sur Power BI et d'aller chercher une image sur le web qui ramène l'image du mois qui va bien. D'accord? Donc visuellement, je trouve que c'est intéressant. Comment on fait ça? Eh bien, vous ne l'avez peut-être pas vu tout à l'heure parce que je suis passé juste extrêmement vite dessus, mais dans la table de dimension ici, de date, vous avez ici, j'ai généré à la volée, je vais zoomer un petit peu, j'ai généré à la volée un lien URL. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est la racine du site web où se trouve l'image. Et derrière, je lui dis, ben, en fonction du numéro du mois, tu me crémentes le lien URL. Ce lien URL, qu'est-ce que j'en fais? Je le mets dans un visuel un tout petit peu particulier qui s'appelle image. C'est un custom vis. D'accord? Ça a donc pour effet que, quand je clique, c'est quand même sympa. Enfin, moi, je trouve que visuellement, c'est mieux qu'un gros titre papier en grand et en noir, avril. D'accord? Ça va? Je n'ai pas fait trop peur, tout le monde est encore là, je suis rassuré. Je continue. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter ici? Je ne sais plus, je prends ma petite note. Ah oui, oui. Oh là là. C'est vraiment le cas le plus compliqué en time intelligence. Je m'explique. Je vais me mettre en grand ensuite. Quand on fait de la trésorerie, quand on fait du commerce, quand on fait de la facturation, peu importe, quand on fait de la compta, du contrôle, ce que vous voulez, des projets, j'ai parfois besoin de savoir, de pouvoir faire des tranches. Par exemple, de moi, tout ce qui a été facturé 7 jours après la date de livraison. De moi, tout ce qui a été facturé 30 jours, 14 jours, ce que vous voulez, peu importe le sens. D'accord? Alors ça, dans Power BI, ça commence déjà à être un peu chatouillé. D'accord? Première chose, ce qui est embêtant dans mon modèle, c'est que cette table-là, typiquement, celle-ci, si je reprends mon modèle de données, que je ferme ça, ici, les périodes, qu'on voit globalement ici, ne portent pas de date. C'est quoi cette table ici, si je la mets en visualisation, qui s'appelle dim, période en bas, là, ici. Cette table ressemble à ça. Alors vous avez ça dans les yeux. Qu'est-ce que je vais en faire en time intelligence? Pas faire. Après, j'ai un code de période, c'est pas une date. Et puis le code 1, c'est 7 jours, et je sais que ça démarre du premier jour à 7 jours. Le 14 jours, ça commence de 7e à 4, etc., etc. Qu'est-ce que je peux faire de ça? C'est irreliable à quoi que ce soit. Ok? Compliqué. Eh bien, c'est assez simple, au final. Il faut juste coder un tout petit peu. Pas grand-chose. Pas très grave. Eh bien, il y a des formules relativement faites en time intelligence qui sont natives, encore une fois, je vous le répète, qui vont faire la chose suivante. On va ouvrir les menus. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci que je souhaitais ou pas, je ne sais plus. Ce n'est pas celle-ci que je voulais. Je ne suis pas dans la bonne page. Si, c'est bon. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai mis ici. Attention, ça va piquer. À partir de quand, selon vous, on n'utilise pas une mesure dans Power BI, mais des colonnes calculées? Quelle est la différence entre les deux? Pareil, personne ne peut répondre. C'est pas grave, je vais vous donner la réponse. Pardon? La présence de la data dans le modèle, si tu veux. La mesure va être calculée à la volée, la colonne... Alors la colonne, c'est quand même calculé à la volée. C'est itératif. C'est pas que c'est itératif, c'est qu'on va pouvoir elle va être lue comme un critère à la ligne. Si je fais une mesure, d'accord? Je prends un exemple. De moi, j'ai l'affaire du mois de janvier. Okay? Lui, ce qu'il va faire pour bien, il va dire en janvier, mon premier jour c'est le 1er janvier et mon dernier c'est 31 janvier. Par contre, dans le mois de janvier, j'ai peut-être des lignes qui commencent le 7 janvier quand on est facturé le 14 et une qui commence le 7 quand on est facturé le 28. Ce n'est pas les mêmes bornes. Donc une mesure ne pourrait pas le faire. Ne saurait pas le calculer ça.
D'accord? Quand on passe par une colonne, voilà ce qu'on va faire. Et celle-là, elle est balèze. Mais ça reste de la table intelligente, c'est juste pour vous faire voir tout ce qu'on peut faire dans l'outil. Donc si je retourne dans ma table de faits, d'accord? Ici, j'ai créé une colonne calculée, qui est là. Alors, je vais grandir un peu ce truc-là. Ça peut faire peur, mais non. Voilà comment ça marche. J'ai pas de table de relier, il n'y a rien qui se parle, et il va falloir contrôler le moyen de le faire parler. Première chose, je vais faire des variables externes et des variables internes. Ça, on fera ça un jour en formation si vous voulez, vous viendrez me voir. Et qu'est-ce qu'on se passe? Je vais dire, calcule-moi la date, première chose, entre la date de facturation et ma date réelle où j'ai fait la vente, tout ce que vous voulez. Date diff, comme dans Excel, classique. Deuxième point. Je viens calculer à la volée une table calculée à la volée. D'accord? La table calculée à la volée, c'est quoi? Ben, je vais dire, dans la table qui est toute seule, de paramétrage, donne-moi dans quelle borne je me trouve. Est-ce que je suis entre 7 et 14? Est-ce que je suis entre 14 et 30? Est-ce que je suis en... C'est ce que je lui dis, donne-moi une table et donne-moi, si je suis supérieur à ma date de départ et à ma date de fin, c'est que je suis dans la bonne tranche. Une fois que j'ai cette table, je viens refaire un autre filtre. Je vais dire, dans la table, tu me choisis une colonne et tu me ramènes son code, le code de la période qui va bien. Dernière étape, un lookup value. Au début, oh, lookup value, c'est rechercheuse d'Excel, c'est une catastrophe. Non, non, c'est génial. Parce que le lookup value va me dire, bah tiens, c'est pas compliqué, dans la table des périodes, tu me reprends le code et tu me cherches en face à quel IBD il est rattaché. Résultat des courses, sans se prendre trop la tête, et c'est un truc qui marche très très bien, ça marche sur des millions de lignes, c'est pas gênant. Résultat des courses, ici je suis capable de ramener ligne par ligne dans ma table l'intitulé de la période qui va bien. Et donc en synthèse, bah, j'ai rien à faire, je n'ai rien du tout à faire. C'est que quand je suis ici, dans cette table-là, je n'ai que à faire la chose suivante, pof. Je viens rechercher le code de la période que j'ai mis dans la table, comme un champ de colonne, pour preuve. En théorie, je l'ai bien mis dans un champ de colonne, et je ramène le chiffre d'affaires qui est affecté par rapport à la colonne. Basta. Ça, c'est de la table intelligence légèrement un peu plus poussée. Ça va? Partez pas encore trop. Je vais accélérer un peu. Vous me faites signe, j'accélère. Je continue. Hop. Je vais aller un peu plus loin, bien évidemment, en visuel. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pas arrêter d'avoir des segments janvier, février, mars, machin, etc. J'aimerais avoir un visuel. C'est joli, on n'aime pas, on aime. Je m'en fous, j'ai foutu la couleur parce que voilà, c'est encore l'été. Hein. Et puis c'est en raccord avec mon maillot. J'ai mis un visuel qui me permettrait de filtrer de façon un peu plus graphique que d'habitude. Comment on fait? Bah, c'est une astuce. Si je clique sur le mois d'avril, ça marche. Je peux cliquer mes visuels. D'accord? Ça devient un filtre. Au même titre que si je clique sur ça, je vais en avoir, sur un logement par exemple, je vais avoir le truc qui va s'animer. Qui a été facturé au mois de mars, etc. etc. Ça, c'est un custom vise. Il s'appelle, très simplement, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille, c'est celui-ci qui est là-haut, qui est planqué ici en théorie, voilà, qui s'appelle le Synoptic Panel. Le Synoptic Panel ne sert pas qu'à faire des plans de magasin ou des plans de rayon ou de stock. C'est une image qu'on a transformée en SVG. C'est quoi le SVG? C'est une image vectorielle zoomable. D'accord? C'est un format web. Alors chez Scaleway, ça se très bien ce que c'est. Et donc j'importe une image et je détermine des zones. Et dans mon image, mon carré janvier, je lui dis que c'était 1. Je l'appelais 1, etc., etc. Je mets ce visuel en place, devient un visuel graphique pour filtrer mon truc. C'est aussi une astuce de time intelligence. Je trouve ça plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce visuel, enfin moi je l'aime bien. C'est un peu plus vendeur qu'un bon vieux segment. Parfait. Oui. Petite nouveauté du mois de août. Ici, ils ont, alors c'est une nouveauté, ils l'ont rendu, comment dire, en general availability, qu'il est disponible à tout le monde. J'en ai marre des donuts. Vous savez, des graphiques, des bazars, on en voit partout. Des camemberts, Eh bien, il y en a un autre, qui est celui-ci, qui permet d'avoir un truc très intéressant, c'est qu'il permet de segmenter une hiérarchie dans le donuts. D'accord? Celui-ci est vraiment pas mal. Hein, c'est ce qu'on appelle le Sunbird. Et bien celui-ci va nous permettre d'avoir, pour les studios, si je clique dessus, ça devient un filtre, et il me dit combien pèsent les charges locatives ou les loyers dans cette famille. Et quand je clique sur une famille, on va me dire combien il pèse dans l'ensemble des autres familles. C'est totalement natif. C'est le seul graphique en camembert qui permet de le faire.
d'accord, qui devient en plus un filtre. Donc c'est quand même assez génial. C'est une nouveauté, je la balance parce qu'elle est sortie, elle me trouvait plutôt intéressante. Je trouve que visuellement, elle remplit pas mal de choses. D'accord? Voilà. Bon, j'y vais, hein, t'as vu, après je te laisse la parole. Tac, tac, tac. Alors, vous voyez, je continue mon exploration, je tourne la page. Alors, comment dire ça? Là, ce que je voulais vous faire faire, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vais quand même vous le faire voir. Dans ma table de date qui est ici, tac, j'ai donc ici un champ tout à l'heure que j'ai créé lien URL, qui me ramène mon URL d'image. Ce lien URL ne sert absolument à rien si vous ne le qualifiez pas. Je fais un petit test. Je tourne dans ma vue de diagramme, dans ma table ici, lien URL, dans la propriété de mon champ. On a des options avancées. Personne n'y va. C'est couillon. Parce que dans mes options avancées, je peux catégoriser mes champs. Je vous invite fortement à le faire. Latitude, longitude, si c'est un code postal, etc. Pourquoi? Parce que ça va encore ouvrir les possibilités de Power BI. Notamment, si je lui dis rien et je lui dis que ce n'est pas une URL d'image, qu'est-ce qui se passe? Ça va être très beau, vous allez voir, c'est juste une catastrophe. Je ne le catégorise pas. Et donc, dans mon visuel, ben, si j'ai l'URL qui apparaît, bon, j'ai une chaîne de texte. Par contre, si je le catégorise, que je lui dis, tiens, ça, il faut que tu l'interprètes comme une URL d'image, dans mon visuel, ça se transforme en image. Et donc, mon tableau, j'ai plus des titres, j'ai mes fameuses images de tout à l'heure. Pas mal. Nouveauté du mois de août. Enfin, les icônes dans les cellules d'un tableau. Comme dans Excel. D'accord? Là, typiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lui demandé de mettre en exergue là où il ne s'était pas loué. Donc une croix rouge. D'accord? Par exemple, ce logement n'a pas été loué de telle date à telle date. Mais ils ont été beaucoup plus loin. Alors, première chose, comment on fait? Rappelez-vous, c'est pas très compliqué. Une mise en forme conditionnelle, c'est comme dans Excel, comme dans un TCD. Ici, sur un bouton droit, et bizarrement, on ne le fait jamais, le bouton droit. Quand on fait un bouton droit, on a simplement ici une mise en forme conditionnelle. Et la nouveauté réside dans les icônes, qu'on n'avait pas jusqu'alors. Pour ceux qui connaissent bien Excel, on va retrouver ici toute la panoplie magnifique, on va faire ça comme ça, d'Excel. On est donc maintenant de faire des choses en fonction de règles, en fonction de montants, etc. Mais ils ont été encore beaucoup plus loin. Parce qu'ils se sont dit, bah, tant qu'à faire simple, autant faire compliqué. D'accord? Et donc, ils ont fait un truc où on peut gérer du GIF. Alors, je vais vous faire voir ce que c'est que le GIF. Il se connecte au web. Effectivement, on a un débit compliqué. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais moi, j'ai un petit canard qui danse. Bon, je trouve bien le canard qui danse. Il n'a absolument aucun intérêt, c'était pour la démo. Et donc, on est capable maintenant de mettre du GIF dans des cellules. Alors, c'est bien quand on a un tableau synthétique. Là, c'était pour le fun. D'accord? Mais comment on fait? Ben, vous allez voir, c'est encore d'une simplicité extrême. À peu près. En gros. Ici, moi, j'ai créé ici ce qu'on appelle une icône GIF. Ça se fait à la volée, ça se fait en DAX. Et c'est pour la taille intelligente, ça marche très très bien. Je lui ai dit, ben, si j'ai pas d'occupation, alors tu me mets le petit trait vert. Sinon, tu viens de faire du web scrapping et tu viens me chercher une image GIF qui s'appelle XOXX, ça veut dire canard. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais le canard il est là. Donc on met simplement l'adresse du site qui s'appelle IGIFOC, puis la référence de tous les sites, de tous les GIFs qui existent. Et il vient se plugger là-dessus et il vient me foutre l'image animée. Alors attention, hein, les feux d'artifice vont arriver, hein, les tableaux qui tapent de partout, les bombes, les trucs, cool. D'accord? C'est une nouveauté, je vous la donne. Je la trouvais plutôt intéressante, je voulais glisser. Pourquoi pas? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez encore 30 secondes pour un peu de DAX? C'est bon? Je vais les faire vite. Une dernière, parce que celle-là, je ne peux pas passer dessus. C'est la plus compliquée. Cas de figure. Écoutez bien. C'est un spécial fond de salle. Cas de figure cassé du métier. Dans mon cas de figure, ce sont des logements. J'ai un logement qui a été loué du 1er janvier 1982
au 27 novembre 2014. Et j'ai besoin d'avoir un tableau qui me dit, dans cette interface-là, s'il n'a pas été loué, ben, je veux une zone vide, sinon il était bien loué dans le mois. C'est-à-dire que Power BI doit comprendre que de 84 à 2014, il a été loué. C'est très compliqué. En fait, pas du tout. On fait toujours la même logique. Première chose, je fais une table. Une table qui va me dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de filtrer? Donc je fais DataBetween me dit pour une table. Je fais une table où je filtre ma référence de base. Deuxième chose, j'itère sur toutes mes lignes. Et je lui donne une petite astuce. Là-dessus, je lui dis, ok, sur chacune des lignes de ma table, tu vas itérer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, très simplement, tu vas me dire si, à chaque fois que tu es dans cette table-là, là, je suis où là? Oui, c'est bien ça. À chaque fois que j'ai ici, je vais dire, eh bien, tu vas regarder dans la table, que tu es en train de filtrer sur la table, s'il y a une correspondance avec l'année que je suis en train de filtrer. À écrire, ça prend 3 minutes. J'ai vu des trucs sur les forums, des machins, des trucs, il y a plus simple. Donc, tout ça, je le mettrai sur le web. Donc, vous aurez des exemples. Mais les élèves, on peut tout gérer. En termes d'adresse, on peut tout gérer. Maintenant, on va finir par un peu de vise. On va faire un truc un peu marrant. Ceux que j'aime bien, c'est ceux-là. Alors, on y va. Hop. Tac, 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 tac. Il est où, notre ami? Les signés, ils sont ici. Hop, ça, je vais fermer un petit peu, sinon on ne va plus rien avoir à l'écran. Voilà. Ça, ce sont les filtres. Mes signés. Mes signés. Merci. J'ai dit, mais il ne veut pas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Je vais retourner au rapport, ça sera plus simple. Tac. Alors, c'est celui-là que je vais faire en premier. Voilà le visuel de Dame Intelligence développé par Microsoft, par des neuroscientistes, pas les couillons, neuroscientistes, qui permet de faire la chose suivante. C'est d'enregistrer des scénarios. Et je trouve que ça, personnellement, je trouve que c'est quand même légèrement plus visuel qu'un bon vieux PDF, d'accord? Et donc, si j'enregistrais un scénario, je vais dire, tiens, explique-moi le séquencement des locations de mes logements. Voilà. Il vient de séquencer mes logements. Et donc, je vais dire, bah tiens, ce logement-là, voilà comment il a été fait en 8 phases, et la phase numéro 6 a duré de telle date à telle date. C'est graphique. Deuxième chose, on peut aussi le faire beaucoup plus loin encore. Et dire, là, je vais découper par dizaines d'années pour être beaucoup plus propre en termes d'années. Ici, j'ai 1 an et j'ai même le nombre de mois qui apparaît. Et donc, je suis capable de mettre en exergue les phases de location. Je trouve que c'est graphique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qu'un, qui s'appelle le Time Storyteller de Microsoft, qui est en open source, donc qui est intégrable dans n'importe quel outil, même que pas Power BI. D'accord? C'est Microsoft qui a développé, j'ai trouvé ça un super outil. Donc le Time Storyteller qui est ici, qui a cette petite icône là. Donc il s'appelle, en théorie, la faux bulle devrait apparaître, Time Storyteller. À mettre en place, très simple. Une date de départ, une date d'arrivée, une valeur. Mais on ne connaît pas. Ok? Continue. Dans cet exemple, alors ça c'est un basique, la bonne vieille courbe. D'accord? C'est le plus basique, hein. J'ai une petite courbe. Pourquoi j'ai fait cette courbe? Parce qu'on parle de dates depuis tout à l'heure, etc. Mais je me dis, mais faisons des basiques. Quand on fait une courbe, si on est un tout petit peu curieux, je pense que c'est votre cas, hein, eh bien, on utilise toujours le champ. Ouais, ça va. On utilise toujours le rouleau de peinture. Mais on n'utilise jamais l'analytique. Jamais. Ou alors, j'en connais très peu. Et en fait, ce qui est là, c'est que, ah ouais, c'est vachement bien, tu pourrais pas me faire une moyenne pondérée du truc pour donner une courbe de tendance? Ben, on va simplement cliquer sur courbe de tendance. Prévision, courbe de tendance. Il nous fait pour tout seul. On appuie sur ajouter, j'ai les courbes de tendance. Qu'est-ce qu'on va se chercher à faire très compliqué? C'est caché. Au même titre, ils disent, bah ouais, mais Guillaume, moi j'aime bien ton truc, mais statistiquement, si je continue dans ce trend-là sur mes ventes, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 années, ou dans les 3 mois, ou dans les 3 semaines? Attends, je cherchais un data scientist, machin. Il est peut-être plus simple encore. C'est simplement de dire à Power BI, ici, de faire une prévision. Il fait tout seul. Et bien je vais dire, je vais ajouter une prévision et j'aimerais que tu me le fasses sur 3 mois, 10 mois, peu importe, avec un niveau. Hop, si je le fais sur 3 mois et que j'applique, j'ai donc une prévision. A priori,
En fonction de ton modèle de données, tu devrais atterrir comme ça. Ça ne marche qu'à une seule condition. Tu as 2 dimensions des dates et des dates propres. C'est quand même assez génial. Entre-temps, ils ont fait une petite nouveauté sur ce coup-là. Alors, je vais essayer de descendre parce que voilà, et allez, magnifique. Ils ont fait une petite nouveauté, c'est que depuis le mois de... Qui utilise les filtres d'extraction? Ça parle à quelqu'un, ça? Je suis par exemple dans mon graphique et j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé sur le mois de novembre 2018, avoir le détail de ce qui s'est passé comme location par exemple. On peut donc offrir la possibilité à l'utilisateur final de faire la chose suivante. Faut vraiment que je me dépêche. Faire ça. Et ici, en fait, j'ai un petit menu qui apparaît quand je fais un clic droit. Quand je fais un clic droit et que mon PC ne chauffe pas. Voilà, je vais avoir un clic droit. Je vais attendre qu'il apparaisse. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est pas très grave. Et ici, j'ai un truc qui s'appelle extraction, qui me permet de renvoyer sur une autre page. Je peux faire la démonstration. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir du mois d'août et du mois de septembre, ils ont rajouté dans l'infobulle que si vous cliquez bouton droit sur ça, vous pouvez explorer les détails. Ça n'existait pas avant. On ne savait pas que si on ne faisait pas de clic droit, il y avait un filtre d'extraction. C'est tout nouveau. D'accord? Petit détail fonctionnel. Autre chose, basique, time intelligence. Si sur un graphique, je veux dire, comment ici tu peux m'expliquer ce qui s'est passé dans mon modèle là, sur ce mois-là, et je fais bouton droit, il vous propose nativement un truc ici qui s'appelle, ici je vais faire comme ça, voilà, je vais y arriver, je suis désolé, il chauffe, qui va dire, mais analyse-moi pourquoi la hausse, pourquoi la baisse. Et bien nativement, il va faire ce qu'on appelle le spotlight, ici, voilà, on va y arriver, parfait. Donc ça, je vais le fermer parce que YouTube est de toute façon en partie dans les choux. Et en fait, il va analyser votre jeu de données par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Il va vous proposer des solutions de réponse d'analyse. Bah tiens, c'est peut-être parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Et on va me dire, bah tiens, parce qu'a priori, tu as fait moins de mécanismes et plus de duplex. Pourquoi s'emmerder? Il vous plaît le graphique? Aucun problème. S'il vous plaît, là-haut, pour ça s'en va. Il y a un petit bouton derrière qui en théorie apparaît avec une petite main ici. Voilà, le voilà. Si celui-ci vous plaît, on a qu'à sur le bouton plus et hop, il s'intègre au rapport. Et vous avez expliqué votre analyse. Tous les mois, ça se fait tout seul. Time intelligence. D'accord? Je vais attendre qu'il finisse et je vais le supprimer. Autre chose, pour finir rapidement, le dernier pour finir, c'est promis. Celui-ci, quand je l'ai fait, j'ai pensé à vous parce que je me suis dit, merde, je suis sûr qu'en fait, pas un dans la salle, je sais qu'il y a des bons employés dans la salle qui l'utilisent. Qui utilise le graphique à bulles? C'est connu. Graphique à bulles, bon, très bien. Eh bien, dans le graphique à bulles, depuis 3 ans, hein, c'est natif, hein, depuis l'origine de Power BI, je finirai là-dessus. Ici, quand vous êtes dans les champs, si on descend un tout petit peu, on a ici ce qu'on appelle un axe de lecture. D'accord? L'axe de lecture permet simplement de m'en rajouter ce petit truc-là, et en réunion, de me dire, voilà, regardez les gars, comment ça évolue depuis 3 ans. Vous voyez là, mon département ici, globalement, ça fait ça. Alors c'est un peu mal au cœur au début, ça fait un peu Tetris. Ça fait gadget, mais non, ce n'est pas gadget, parce que si je l'arrête, regardez ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle un peu l'histoire du nuage de points. Alors je vais arrêter l'animation. Et ce qui va m'intéresser, c'est de dire, ok, comment lui il évolue? Si je clique dessus, il me fait l'historique de son tracement. Et donc, bien évidemment, je vais en prendre 2. Et donc, si j'anime mon truc, je vais lui dire, bah, pas compliqué, Guillaume. Dans l'écosystème, machin, on voit bien que globalement, la partie bleue qui est appartement reste globalement dans la même tranche. J'ai pas de débordement délirant. Voilà un super graphique de time intelligence aussi. C'est natif, hein, c'est le truc à bulle, c'est pas un custom list, c'est normal. Voilà un bel échantillon. Je vais arrêter parce que je vais faire allumer de la time intelligence. J'espère que vous avez compris de ce qu'on pouvait faire avec, on n'a pas de limite. Mais au moins, on ne pas. Moi, je comprends. Voilà. Je te laisse la parole, Arnaud. Nickel. Et s'il y a des questions, vous me les posez. C'est peut-être tellement saoulé qu'il n'y en a plus. Ah, tu veux un petit TeamViewer? C'est ça? Oui. Pas de problème. Hop, hop. On va libérer un peu de mémoire. Hop. Un TeamViewer. Toc, c'est parti. En théorie, ça devrait... Ah, ton mot de passe? Ton mot de passe, tu l'as? Oui, S2E 8 X5. Voilà. Je te rends la main. Ou pas.
n'est pas enregistré pour l'instant. Et je cherche TeamViewer qui est parti en vrille a priori. Voilà. Doc. Doc. Eh bien écoute, faut que je récupère la main, mais. Ah ça y est, j'ai récupéré la main. Oula! Il fait bien sombre. Ah, ça ne marche pas, marche pas. On va réessayer. Hop. Voilà. Ah! Il veut pas. Hein. Tout à l'heure ça marchait. Alors on va faire une autre solution. J'ai pas la solution tout de suite. On va faire comme ça. Ah bah si, c'est bon, c'est apparu. Voilà. Je t'en prie. Bonjour à tous. Ah, bonsoir à tous. Alors, je vais me mettre là parce que je ne vois rien du tout. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer si ça marche. C'est sûr que ça marche. Ça marche, mais je vais cliquer pour toi si tu veux. Ah, il faut mettre le. Je vais faire ton assistant, vas-y. Ça doit pas marcher. Ça marche. Oh, la classe. Alors, je vais vous montrer Analysis Services et l'interaction que tu peux avoir avec Power BI. Qu'est-ce qu'Analysis Services? J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà travaillé avec Analysis Services ou qui savent ce que c'est? L'utiliser au quotidien? Presque. Ok. C'est déjà pas mal. Alors pour vous, ça sera peut-être un petit peu plus embêtant, mais il y a des petits passages où je vais essayer de vous enrichir sur le moteur qu'il y a derrière. Pour les autres, vous allez juste voir, je vais essayer de démystifier Analysis Services pour que vous compreniez au final, c'est pas beaucoup plus compliqué que Power BI, c'est la même chose. On va pouvoir faire les choses. Ça c'est pas mal amélioré. C'est une petite session qui dure 1h30, donc rapidement, pour 20 minutes. Voilà, donc l'idée c'est de vous montrer Power BI et SSAS, comment ils sont intégrés de la même manière. Je vais vous décrire Analysis Services. On va regarder comment créer un cube ensemble et on va le déployer sur notre temps. Je me présente, Arnaud Gastelblum. Vite fait, je suis consultant Microsoft, donc je suis plus technique que métier. Je travaille chez Business and Decision à Bruxelles, donc en Belgique. C'est ça que j'ai l'accent chantant. J'habite à Moucron, donc c'est vraiment pas loin. J'ai à 100 mètres de la frontière. Et j'ai travaillé 8 ans en France, donc je suis un petit peu français, 4 ans dans le sud de la France, 4 ans sur l'île, un petit peu à Paris. J'ai un blog, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon blog. Je suis papa de deux enfants un peu embêtants, je vais faire vite. Par contre, ça c'est super important. Je ne suis pas un grand champion, j'adore la course à pied. J'ai découvert ça il y a 3 ans. Ça n'a rien à voir avec Power BI, mais c'est le même plaisir. Allez-y, courez, on commence par 2, 3, 4, 5, 6, 7 km et après on finit par faire un marathon, un peu dans la douleur, mais c'est vraiment chouette. Si vous voulez me suivre, vous pouvez me mettre sur Strava, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Oui, mes collègues m'appellent évangéliste Microsoft, mais aussi pour la course à pied. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dire, tellement c'est chouette. Je vous fais une petite démo, vite fait, de Power BI, que vous connaissez super bien. Je vais loader un fichier CSV. Voilà, je vais loader le fichier CSV. Jusque-là, aucun problème. Et on va aller voir les process. Donc, je vais le loader. Je parle un peu comme Van Damme, hein. J'ai les expressions anglaises, j'ai tout le monde travaillé en anglais au boulot, donc si je dis des mots en anglais, ne m'en voulez pas. Est-ce que c'est visible? Voilà, on a le process de Power BI Desktop dans les process Windows. Si on va voir un petit peu à l'intérieur qu'est-ce qui s'y cache, on se rendra compte qu'il y a Microsoft SQL Server Analysis Services. Alors que vous n'avez pas installé SQL Server, vous n'avez pas la licence pour. Tout ça pour vous dire que derrière Power BI Desktop, vous avez déjà du SSAS. Vous avez déjà Analysis Services qui tourne sans vous en rendre compte. Parce que Microsoft a été intelligent, il a repris les briques qui marchaient super bien, Power Query qui se trouve sur Excel, le cube Analysis Services, et derrière son service de mashup, de visualisation de visuel. Donc, vous êtes déjà des utilisateurs d'Analysis Services. Vous pouvez le rajouter sur votre CV, ça va faire monter en flèche votre cote. Donc,
Analysis Services se trouve derrière Power BI Desktop. Et il monte en mémoire. C'est lui qui va prendre en mémoire. Qu'est-ce qu'on trouve derrière Power BI Desktop? Donc, c'est les fameux processus qu'on a vus maintenant. On a du Power Query, ceux qui connaissent dans Excel. C'est vraiment le fait d'aller extraire les données et de les transformer facilement avec du M-Language ou juste avec l'interface. Vous avez le fameux moteur XVelocity Vertipack de Analysis Services. Et vous avez la partie browser. Chaque page va avoir son process pour donc chaque page de vos visuels pour interpréter le visuel, les dashboards. Petite image, le mashup, lui, va utiliser ce fameux Query Builder. Il est écrit Power Query, je pense qu'en français c'est aussi Query Builder. Maintenant, Analysis Services qui peut être représenté dans votre modèle par les relations. Quand vous faites des relations entre les dimensions, entre des tables, entre des entités, le moteur Analysis Services va se charger de faire des relations, il va se charger d'interpréter vos formules DAX que vous envoyez au serveur, ou en tout cas à votre machine. Il va se charger de stocker la donnée et de la compresser, ça on va voir ensemble. Et le fameux process qui n'est autre que celui qui va interpréter vos visuels. Donc ça c'est le schéma habituel de Power BI, de ce qui se cache derrière. L'idée derrière tout ça est d'utiliser Analysis Services, d'utiliser Microsoft Power BI uniquement pour pouvoir aller donc interpréter ces visuels et laisser le serveur, une machine distante, le fait de gérer donc, la transformation de données. Ça c'est uniquement pour les dernières versions d'Analysis Services à partir de 2017, avec le modèle 1400, si ça ne vaut pas, et gérer l'intégration des données. Entre Power BI et le Power BI que vous allez faire, ou ça peut être Excel, ou tout autre, ça peut être DAX Studio, vous allez vous connecter simplement en database. Au lieu de choisir SQL Server, par exemple, ou vos fichiers CSV, vous allez choisir Analysis Services Database, vous allez rentrer le nom du serveur, en tout cas c'est ce que l'utilisateur fait, il doit le faire. Il rentre le nom du serveur, il clique sur Next, sur suivant, et au final, il se retrouve avec un Power BI. Alors pourquoi utiliser Analysis Services, vous allez me dire? Alors vous avez tout dans Power BI, tout fonctionne super bien, mais voilà, et à un moment donné, vous avez des limitations. Vous vous êtes déjà rendu compte que vous avez des limitations avec Power BI, en tout cas dans sa version desktop et dans la version pro. Vous avez une limitation en termes de taille des datasets. Vous êtes limité en publication sur Power BI Services à 1 giga de données. Donc votre modèle, déjà qui est archi compressé, va pas pouvoir faire plus d'1 giga. Avec Power BI Premium, vous allez pouvoir monter jusqu'à 10 gigas. Et c'est pas très clair, donc déjà ça coûte aussi un certain prix, mais vous n'allez pas pouvoir actuellement, il parle de casser cette limite-là, vous n'allez pas pouvoir augmenter ce volume-là. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un besoin de plus d'1 giga dans vos datasets. Pour moi c'est assez fréquent, parce qu'on essaye de faire, non pas en tant que technicien, j'essaie de faire un data warehouse avec un modèle de données qui va répondre, si possible, en tout cas commercialement, à tous les besoins de la société. On va essayer de mettre les ventes, on va essayer de mettre des stocks, on va essayer de croiser ces données-là, et on va tout mettre dans un vrai data warehouse. Là, on se retrouve avec beaucoup plus de données, on se retrouve avec tous les clients, on ne reprend pas que les informations qui nous intéressent pour un visuel, on reprend tout. Et là, voilà, on ne fait pas du big data, mais on peut se retrouver avec des modèles qui font beaucoup plus d'informations. On peut se retrouver avec 600 millions de lignes, 600-700 millions de lignes, voire même plus, assez facilement. Avec Analysis Services, vous allez l'installer sur un serveur qui sera en local ou dans le cloud, mais ce serveur, vous allez pouvoir le manager, vous êtes donc capable de pouvoir contrôler les performances et d'ajouter le processeur qu'il faut, en tout cas avoir les performances demandées. Alors qu'avec le Power BI Pro, là, vous êtes limité à ce que Microsoft vous donne à l'instant T, vu que c'est du mutualisé et que c'est pas toujours hyper performant, en tout cas pour les volumes un peu plus forts, un peu plus hauts. Le on-premise, donc ça c'est important. Je sais qu'en France vous êtes encore un peu plus frileux qu'en Belgique, en tout cas sur le fait de mettre vos données, de mettre les données dans le cloud, parce que voilà, il y a une privacy qui est importante et il faut respecter ça. Il y a un certain stress avec tout ça. Donc là, le fait d'utiliser Analysis Services, vous pouvez garder vos données on-premise, enfin, en tout cas local, et du coup ne pas craindre pour votre sécurité. Il y a aussi l'incremental refresh. Pour l'instant, ce n'est pas dispo pour Power BI Pro. Ça va être logiquement pour les mois prochains. En tout cas, ce n'est pas le mois prochain, c'est ce que j'ai vu. Sur Power BI Premium, ça existe.
Pourquoi un incrémental est important si vous avez un large dataset, si vous avez vos ventes de mai 2018 qui n'ont pas changé, ça sert à rien de les rafraîchir, surtout pour un large dataset. L'idée n'est de recharger que les dernières ventes qui se font. Donc là, avec Analysis Services, avec un peu de bidouille, il faut faire des partitions, faire plein de trucs, peut-être des scripts XML à derrière, mais c'est possible. Je vais un peu plus vite. Analysis Services, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous ai dit, c'est une base de données dans laquelle le serveur va contenir toutes les données. Il va les mettre in memory. Pourquoi in memory? Parce que derrière, on a des temps d'accès vachement plus courts. On ne doit pas aller faire des lectures sur un disque dur. On a tout dans la mémoire du serveur et le rendu est vraiment meilleur, surtout pour ce genre de projet BI que l'on fait. On a besoin d'une agrégation, des agrégations assez importantes, donc il y a une lecture importante qui se fait et une restitution à faire. La compression, même principe, le but c'est d'optimiser les temps d'accès sur l'information. Et la compression est très très forte dessus. C'est ce que vous avez déjà dans Power BI. Analysis Services est une base de données de type columnar. Ça parle peut-être à quelqu'un? Pas du tout. Le fait d'utiliser, donc ça s'appelle, le moteur qui est derrière s'appelle VertiPag. Maintenant on l'appelle XVelocity. Moi je continue à l'appeler VertiPag. Microsoft a changé de nom. Ça comprend tout ce qui est column store index sur SQL Server, mais je pense que ça parle peut-être pas tout le monde. Soit, le but d'un columnar est de mettre les données en colonne. Actuellement, sur une base de données normale, quand on demande par exemple les ventes, la somme des ventes pour la France, ça me permet de boire un petit coup d'eau. Pas de la bière. Voilà, ça va mieux. Quand on demande les ventes pour la France, eh bien, on va commencer, le système de base de données va commencer à lire ligne par ligne et va s'arrêter sur country. Il va se rendre compte que là, c'est France, donc il va mettre 12 en buffer, il va continuer sur France, donc il va faire un accès en lecture assez important. Et là, on a une perte de données, on a une perte de temps d'accès aux données qui est vraiment phénoménale. Sauf si on met des index derrière, mais c'est là où on perd du temps. Analysis Services, lui, il va stocker les données en forme de colonnes. Il va les stocker en forme de colonnes, donc il ne va lire que les colonnes qui sont impactées par l'expression DAX ici, pseudo-DAX. Il va lire uniquement country, il va s'arrêter à France et hop, il va pointer vers la donnée du Selsamand qui est importante. Donc ça évite de lire ces colonnes-là, de toutes celles qu'on pourrait avoir dans le modèle. Et c'est là où le moteur est super efficient. C'est pour votre culture, tout ça. Le fait de compresser les données, ça vous vous êtes déjà rendu compte quand vous faites un lot peut-être de CSV, j'espère que vous ne le faites pas, mais de lot de CSV, peut-être de 4 gigas de CSV, on ne sait jamais. Peut-être qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec 300 mégas sur un Power BI. Et là, vous vous dites, oh, c'est de la magie, de la sorcellerie. Non, il y a une compression folle qui se fait derrière, et la compression, elle est de 3 types. Alors, je vais aller super vite, mais c'est bien pour la culture générale de savoir ce qui se fait derrière. Et je vous avoue, je n'ai pas travaillé avec Microsoft, j'ai juste lu quelques articles et bouquins qui à la fin, et j'ai repris l'information. Mais derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une des types de compression, c'est le value coding. Par exemple, pour une colonne qui est pour chaque client les points de fidélité, admettons, j'ai inventé un 250, 230, 200. Dans la table, la valeur minimale que l'on va trouver, c'est 200. Eh bien, il va la réutiliser pour chaque ligne et il va juste garder en mémoire, l'information du delta. Il va prendre que la différence et il va stocker un chiffre beaucoup moins important. Ça paraît idiot, c'est rien du tout, mais en termes d'allocation de mémoire, on est sur peut-être 4 bytes en moins, je ne sais rien, on va pouvoir et sur des volumétries immenses, on peut gagner des mégas, et puis ça se termine en gigas. Ça, c'est une compression. Il y en a une autre, Dictionary Encoding, qui, pour moi, est la plus importante, et c'est bien de savoir pour vos modèles. Si on a une colonne qui est de type pays, on va bien s'imaginer que si on a, par exemple, 200 000 clients, on n'a pas 200 000 pays différents dans le monde, je ne pense pas. Mais du coup, c'est inutile d'aller stocker Belgium autant de fois qu'il y a Belgium. Il va aller créer une espèce de floconnage, il va aller créer une table de référence, il va créer une surrogate, une clé qu'il va aller apposer à la place de la valeur. Donc il crée une table derrière avec une espèce de lexique, il va remplacer cette information-là par un byte, 4 bytes, c'est un integer,
qui est beaucoup moins important que de stocker des caractères. Et c'est là où vos CSV, et si vous avez des colonnes qui sont chaque fois différentes, comme par exemple un numéro de transaction qui est peut-être très grand, eh bien c'est là où le système va être obligé de le stocker à chaque fois, parce qu'il sera distinct, il sera différent. Tandis qu'un quelque chose qui est identique, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à le stocker, à le démultiplier dans vos données, à rassembler vos données dans une seule table, parce que le moteur derrière va le gérer beaucoup mieux. Il n'aura même pas de relation à faire vers une autre table. Et dernier, le plus simple, il va juste créer une page d'index avec, par exemple, Belgium, ça commence à la ligne 1, c'est sur 4 lignes, France, c'est à partir de la ligne 5, c'est sur 2. Voilà. C'est juste pour la culture. Vous pouvez aller voir sur le site de nos amis italiens ici, qui ont fait le super livre que j'imagine tout le monde a lu ici, pour reprendre le DAX. Il y a la version 2 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Voilà. On va regarder ensemble, et j'essaie d'aller vite, parce que je vois que vous êtes un peu endormis, il fait noir, donc on va regarder ensemble comment créer un cube. Pour ça, il vous faut Visual Studio. N'ayez pas peur, Visual Studio, vous pouvez le télécharger facilement. Vous pouvez installer les outils qu'il faut en téléchargeant SSDT, SQL Server Data Tools. Il suffit de le taper dans Google et c'est super simple à l'avoir. Je vais vous montrer comment faire un cube, et c'est là que vous allez vous dire, mais... Voilà, vous allez vous dire, mais waouh, je connais déjà, je saurais le faire moi-même, je vais rentrer chez moi ce soir, je vais dire à ma femme ou à mon homme, écoute, je vais aller dormir tard, mais demain je le mets sur mon CV, Analysis Services. Vous ouvrez Visual Studio. On va créer un nouveau projet. Là, j'ai la version 2019, ça diffère un peu des autres. On va créer, et j'en ai déjà fait quelques-uns tout à l'heure, on va créer un projet de type tabulaire, donc jusque-là, rien de bien méchant. On le nomme, je l'appelle 9. On a le choix de créer le... Quand vous ouvrez un Power BI et que vous allez intégrer des données, les données se trouvent sur votre machine. Avec Analysis Services, c'est la même chose. Si vous choisissez le mode intégré, vous allez avoir les données sur votre machine. Si vous choisissez le Workspace Server, vous allez pouvoir travailler avec une machine distante. Vous allez pouvoir choisir le modèle ici. Si vous voulez en mode 1400 ou 1200, ça veut dire qu'il y a des fonctionnalités qui diffèrent. 1200 étant l'ancienne version. C'est pas un cours, le but c'est de vous montrer que derrière, c'est pas non plus, c'est pas la mer à boire. On se retrouve avec une interface qui diffère complètement de Power BI, mais vous allez retrouver les mêmes choses. On a ici le petit diagramme, donc comme dans Power BI ça se trouve à gauche, sauf qu'ici c'est en bas, c'est plus moche, il faut le dire. Voilà. On va apporter les données, c'est l'équivalent du bouton Get Data. Je ne sais pas comment on dit, chercher les données, j'imagine. Vous allez vous retrouver avec le même interface, en tout cas avec la version 1400. Ici, en l'occurrence, je vais aller sur ma base de données SQL Server, qui se trouve sur ma machine. Donc, je peux mettre point, et là, je vais me retrouver avec mes bases de données. Je mets juste le mode impersonnel. Hop. Il me demande si je veux encrypter mes connexions. Je dis oui. Là, je vais pouvoir choisir ma base de données. J'en ai plusieurs sur mon serveur. Je la choisis. Et là, même principe, hein, on se retrouve avec la même interface. J'ai trouvé tout à l'heure une petite table de facts. Donc, c'est la base de données que Microsoft met à disposition. Avec Survey Response. Ici, je prends les tables qui sont liées. On n'est pas obligé, on peut les cocher à la main. Ici, c'est parce qu'il y a des foreign keys derrière qui crée automatiquement les relations. Voilà. Voilà. Même principe que dans Power BI, il est en train de reprendre les structures. Maintenant, il reprend les données. Dans Power BI, quand vous sortez du Query Builder, vous cliquez sur Load Data, il vous crée votre structure, il va chercher les données. S'il n'y a pas grand-chose, hein, il a remonté 23 000 lignes peut-être, je ferme et je me retrouve avec un modèle assez basique, ici, dans lequel je vais pouvoir aller rajouter des colonnes calculées, je vais pouvoir rajouter des mesures et faire tout ce que vous faites avec Power BI. Je vais pouvoir le déployer. Par défaut, il va le déployer sur mon serveur local. Il le déploie.
c'est l'équivalent du publish, de publier sur Power BI. C'est comme si je le mettais dans le cloud, sauf que là c'est sur le serveur. Ça peut très bien être sur une grosse machine, il se fait que c'est juste sur ma surface. Et je déploie. Ça allait plus vite quand je l'ai fait chez moi. Je me suis dit, je vais prendre une petite table pour pas endormir les gens. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait du coca et des bières, donc C'est bon, c'est prêt. préparez-vous. L'apéro est prêt. Préparez. Pardon? L'apéro est prêt. Oui, moi j'ai bientôt fini. Là, vous voyez que c'est le même que Power BI mis différemment. Mais derrière, vous allez pouvoir avoir des capacités en termes de mémoire qui sont beaucoup plus importantes. Et je vous conseille de faire un modèle qui répond peut-être à plus de besoins que plusieurs modèles pour répondre à tous vos besoins. Sinon, vous allez vous retrouver avec ce qu'on peut appeler une jungle de rapports, une jungle de data model. Ici non. Donc, si je rafraîchis, je crois que c'est Guillaume qui fait des interférences. Tu crois que Tu peux aller dans l'autre pièce, s'il te plaît. dans la poisse ce soir? Ballot, Je ne sais pas. tu vas devoir improviser. Ah oui. Ah voilà, le projet, donc la database est là, on s'en fout, c'est Management Studio, ça me permet d'aller me connecter à mon modèle, c'est ce que vous feriez dans Power BI Services, vous iriez voir vos datasets. Ici on peut utiliser avec Management Studio. Management Studio qui est utilisé avec Power BI Premium pour voir aussi vos datasets. Vous avez, avec Power BI Premium, vous pouvez utiliser du XML, c'est une espèce de, en fait c'est du JSON maintenant. Vous allez pouvoir envoyer un petit bout de code qui dit, ouais c'est un peu compliqué, mais c'est juste un petit texte qui dit au serveur à distance, rafraîchis-moi les données. Au lieu d'aller vous-même dans l'interface et de cliquer, d'appuyer sur le bouton, faire un refresh, ce qui n'est pas compliqué, mais là vous pouvez faire un schedule du refresh avec du XML. Donc vous avez tout ce que Power BI Premium propose grâce à Analysis Services. Si je me connecte sur mon... Pas Azure. Si je me connecte sur mon cube, voilà, aussi simple que tout à l'heure, je vais choisir Connect Live, en Live Connection. C'est-à-dire que je ne vais pas importer de données, toute l'information qui est derrière mon modèle reste sur le serveur. Moi, je vais bientôt fini. Je vais juste envoyer des queries DAX, des formules DAX. Chaque visuel va envoyer une formule DAX qui va être interprétée par le serveur et qui va me renvoyer uniquement les données qui sont derrière. Voilà, je choisis. Vous avez vu une chose. On a perdu les deux. Oui, on a perdu ici. On a perdu les deux boutons. On ne peut juste faire que les graphiques. On ne peut plus rien faire d'autre. Mais c'est pas plus mal. On peut quand même, c'est pas plus mal parce que l'utilisateur n'est pas obligé d'aller voir, l'utilisateur final n'a pas besoin de voir votre diagramme, votre modèle, changer les relations. D'autant plus que, voilà, c'est ce que vous avez si vous faites un Power BI, une connexion de Power BI vers un dataset qui se trouve sur Power BI Services. C'est exactement la même chose. Là derrière, vous avez un serveur. Logiquement, ça file à toute allure. C'est exactement le même fonctionnement. Vous allez même pouvoir créer des mesures DAX directement dans vos dimensions. Il n'y a aucun souci. Alors, ça vous paraît compliqué? Qui trouve ça compliqué avec la main? Qui ne trouve pas ça compliqué avec la main? Qui s'en fout complètement? Je crois qu'ils ont fait ah bah tiens, la connexion, c'est l'heure. Ah ouais. De toute façon, c'était fini. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. C'était juste pour vous dire. Pour moi, je trouve ça génial, personnellement. Ça permet de faire plein de choses. Maintenant, il fait tout noir. Bouge-toi, j'en mets de la lumière. J'étais juste pour vous dire, derrière, il vous faut une licence SQL Server pour le déployer sur on-premise. Je ne connais pas les prix, personnellement. Je suis développeur, pas sur la partie DBA. Par contre, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser Azure Analysis Services. Et là, j'avais une liste de prix, ça commence à 200 € par mois et ça peut aller jusqu'à 5 000 €. Mais si vous voulez je crois que c'était 500 € pour 20 gigas, je pense. Donc ça répond déjà à, je ne sais plus, je vais l'écrire. C'est moi qui ai Google, là, c'est pas toi.
Non, mais j'ai des slides là. Donc si vous voulez, non, 16 Go c'est 500 €. Après, si vous passez sur la version Enterprise, c'est assez cher. Mais si vous avez besoin de 25 Go, c'est 1300 €. Ça paraît cher, mais c'est 4000 €, 5000 € la licence Premium pour BI Premium. Et ça vous permet d'ouvrir d'autres besoins. Je vous ai cassé avec le prix, non? Mais pourtant, c'est pas si cher en société parce que derrière, vous avez des serveurs qui marchent très très bien. Ça, c'est Azure Analysis Services. Si vous l'utilisez on-premise, c'est moins cher aussi. Vous pouvez aussi utiliser une VM dans Azure. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Amusez-vous bien.